pour apprendre le meilleur kung-fu chinois. Cet homme introduit tout un serpent vivant dans sa bouche. Il s'allonge nu sur des blocs de glace. Son maître le fouette également avec un flambeau allumé. Ce sont les méthodes des entraînements rigoureuses propres à son maître. Le maître possède une technique extrêmement puissante. Le doigt d'un seul coup capable de transpercer n'importe quel objet avec un unique doigt. L'élève est impatient de l'essayer après avoir vu la démonstration. Il tend le majeur pour frapper vivement une planche et se casse aussitôt le doigt. Mais le maître ne s'affole pas le moins du monde. Il remet simplement en place son doigt cassé d'un geste rapide. L'identité réelle de cet adepte des arts martiaux est un promoteur immobilier. Pourquoi un simple homme des affaires se torture-t-il ainsi pourrait s'entraîner aux arts martiaux? Il s'avère qu'il est un marchand malhonnête. Il vendait spécialement des logements de mauvaise qualité à des vieilles dames sans méfiance. Finalement son escroquerie a été découverte. Le tribunal le condamne à une peine de 3 à 5 ans de prison. Il devra purger sa peine 6 mois plus tard. L'homme est terrifié et ne sait plus quoi faire. Un ancien détenu lui raconte que la prison où il va aller est tristement célèbre. Les prisonniers se battent quotidiennement. Avec son corps mince et fragile, il ne sera que la victime de tout le monde une fois emprisonné. Il refuse d'attendre passivement son sort et s'inscrit aussitôt à des cours de taekwondo. Mais l'entraîneur ne lui fait s'entraîner qu'avec un groupe d'enfants. Cela le met en colère, il veut seulement maîtriser rapidement des techniques de combat extrêmes. À ce moment-là, un homme mystérieux apparaît devant lui. Il creuse un grand trou dans le mur d'un simple coup de poing. Il supporte la flamme au-dessus de ses mains pendant une demi-heure sans changer d'expression. L'homme reconnaît aussitôt en lui le maître légendaire qu'il cherchait depuis longtemps. Après plusieurs mois d'entraînement sans relâche. Au 6e mois, ses efforts portent enfin leurs fruits. Il maîtrise la technique secrète le doigt d'un seul coup. Il va trouver spécialement l'entraîneur de taekwondo qui avait méprisé pour le défier. Il le met facilement à terre. Débordant de confiance, il se prépare à aller en prison. Sur le bus transportant les détenus, le danger se présente dès à bord. Un homme robuste assis à ses côtés se comporte de manière importune. L'homme riposte aussitôt et serre fermement la main de l'autre. La douleur empêche celui-ci de continuer à agir sans retenue. Dans la prison, c'est la loi du plus fort. Soit on opprime les autres, soit on se fait opprimer. Après son arrivée, un prisonnier bienveillant lui conseille de ne pas chercher querelle à certaines personnes. Le chef de gang peut tuer quelqu'un à main nue. Il y a aussi un groupe de blancs, habitués à attaquer une seule personne à 10. Le plus redoutable est un colosse. Il n'appartient à aucun gang mais possède une force de combat terrifiante. Tous les prisonniers font le détour pour l'éviter. Après avoir écouté ses conseils, l'homme choisit justement de provoquer ce géant. Il s'avance pour le défier et invite tout le monde à assister à leur duel. Le géant tend ses muscles puissants et se précipite sur lui plein de colère. L'homme lui assène une claque retentissante sur le visage. Puis il saisit le bras du géant et empoigne sa main. À partir de l'annulaire, il tord un par un ses doigts à 90 degrés dans le sens inverse. Le géant pousse des cris de souffrance stridents avant d'être projeté au sol inconscient d'un coup de pied. Ce n'est que son premier jour de prison mais il est déterminé à faire comprendre à tous ces malfaiteurs qui est véritablement le maître des lieux. Larry est le détenu le plus puissant et le plus violent de la prison. Il harcèle sans cesse les nouveaux prisonniers et prend le contrôle sur eux. Mais cette fois il a provoqué la mauvaise personne, à savoir Bourne. Avant son incarcération, Bourne était un expert incontournable du combat libre. Larry lui ordonne de baisser la tête et de se soumettre. Bourne compte à rebours calmement et lui demande de partir. Les hommes de Larry sortent aussitôt des armes artisanales fabriquées à partir de cuillères. Larry attaque le premier mais Bourne frappe plus vite et élimine Larry. Il met facilement hors de combat tous ses complices. Plus personne n'ose chercher querelle à Bourne. Le lendemain, le groupe de Larry attaque l'ami de Bourne pour se venger. Lorsque Bourne arrive, son ami a déjà été tué. Des années plus tard, Bourne est libéré à la fin de sa peine. Il se rend aussitôt dans une ville voisine pour les combats clandestins. Un combattant sur le ring est invaincu et frappe avec brutalité. Il renverse souvent ses adversaires puis les assène de coups de poing jusqu'à leur mort. Après le match, Bourne intercepte l'organisateur des combats. Il propose de l'argent pour affronter le meilleur combattant de catégorie lourde. L'organisateur, avide d'argent, accepte. Avant le début du combat, Bourne observe et identifie les faiblesses de son adversaire. Dès que la cloche sonne, un coup de pied précis met l'adversaire KO sur le champ. L'organisateur admire grandement les talents de combattant de Bourne. Il passe un accord avec lui et l'emmène combattre dans divers lieux clandestins. Une fois l'organisateur se rend pour réclamer les prix des combats. Les organisateurs de l'événement le provoquent verbalement, ce qui met Bourne hors de lui. Il met facilement tous les gardes du lieu hors de combat. Un seul coup de poing maîtrise le responsable pour récupérer les gains. Le grand combat attendu par tous arrive enfin. Bourne affronte Hammerman, le légendaire combattant lourd jamais battu. Au début du combat, Bourne esquive sans relâche pour épuiser son adversaire. Lorsqu'Hammerman est à bout de force, il passe à l'assaut. Après une série de coups de poing puissants, un violent coup de pied atteint directement le visage. Hammerman s'effondre inconscient sur le sol. Le patron de l'organisation est furieux mais perd intégralement le prix promis. Il invite ensuite Bourne à rejoindre son organisation de combat. L'homme tient une lame courbe à la main. Il coupe lentement les longs cheveux de la femme. Puis il enduit tout son corps de graisse de porc. Des épaisseurs de tissu l'enveloppent fermement. Le lendemain, il défait les bandes de tissu. Il racle avec précaution la graisse imprégnée de l'odeur unique de la femme. Ensuite, il raffine cette graisse pour fabriquer une bouteille de parfum. Mais une seule bouteille est loin d'être suffisante. Il a aussi rassemblé 12 autres ingrédients. Il faut réunir 13 senteurs totalement différentes pour composer le parfum suprême. Chaque fois qu'il extrait une senteur, il efface toute trace de sa victime. Au fil du temps, les jeunes femmes de la ville disparaissent l'une après l'autre. La peur s'empare de toute la cité. Tous les ménages
ménages renforcent leurs portes et fenêtres. Ils font tout pour protéger leur fille sans y parvenir. Bientôt il possède 12 flacons de parfum. La dernière senteur il la réserve à la princesse. Il avait déjà perçu sur elle une odeur incomparable et extrêmement noble. Après la série de meurtres, le roi cache secrètement la princesse pour la protéger. Mais ils ignorent qu'il ne cherche pas ses proies des yeux. Il ne suit que les odeurs. L'odeur de la princesse s'affaiblit progressivement. Il parcourt le territoire en suivant cette trace olfactive et découvre l'endroit où elle se cache. Le lendemain, quand les gardes du roi arrivent, la princesse a déjà été assassinée. Le 13e flacon de parfum est enfin terminé. Il mélange les 13 senteurs pour composer un parfum unique au monde, le parfum des 13 charmes aînés. Mais il n'a pas le temps de se réjouir. Des soldats l'encerclent aussitôt. Un petit chien suit l'odeur de sa maîtresse. Il déterre les cheveux et les vêtements des victimes cachés chez lui. Tous les effets des défunts sont découverts. Son identité de tueur en série est révélée. Face à l'arrestation, il reste extraordinairement calme. Serrant fermement le flacon de parfum dans sa main, il dépose quelques gouttes sur un mouchoir et l'agite doucement. Le bourreau chargé de l'exécution s'effondre sur le champ à genoux. L'odeur se répand parmi la foule. Tous les gens tombent dans l'extase. Même le roi s'incline devant lui. En un instant, toutes les personnes sur la place le considèrent comme un dieu. C'est à ce moment-là qu'il comprend pleinement la puissance extraordinaire de ce parfum. Il est libéré sur le champ, toutes les charges abandonnées. Il retourne dans le bidonville sale et délabré. Il verse tout le contenu du flacon sur lui-même. La forte senteur se diffuse brutalement, la foule environnante sombre dans la folie totale. Une jeune mariée pointe une arme sur elle-même en public. Le coup de feu retentit mais elle n'est pas blessée du tout. En réalité, elle tenait une autre arme dans sa seconde main. Au moment du tir, ses complices cachés dans l'ombre projettent du sang simultanément pour créer l'illusion qu'elle s'est suicidée. Elle se redresse lentement. Ses complices avaient trouvé à l'avance un cadavre féminin qui lui ressemblait fortement. Ils déguisent le corps pour qu'il soit pris pour elle. Tout le monde est convaincu que la mariée est morte, tandis que la véritable mariée a déjà enfilé une voile et fuit discrètement par la porte arrière. Son mari ne s'en soucie absolument pas. Il sort même se faire masser et s'amuser. Ce soir-là même, la mariée vêtue de sa robe de mariée et armée réapparaît. Elle barre la route à son mari. Le mari lui demande avec panique qui elle est. La mariée lui demande s'il ne se souvient pas de notre chanson d'amour. Le mari tremble de tout son corps, incapable de croire que sa femme supposée morte réapparaît soudainement. La mariée répète sans cesse à son mari: ne suis-je pas belle? Après avoir tué son mari, elle regarde volontairement les policiers qui observent au loin. Puis elle se retourne et disparaît dans la nuit, laissant tout le monde croire que c'est le fantôme de la mariée venue réclamer vengeance. La dernière étape du plan est la plus cruciale. Elles veulent que la véritable mariée soit officiellement considérée comme morte sur les registres. Le groupe achète le médecin légiste et échange secrètement les deux corps. De cette manière, aucune enquête ne pourra trouver de faille. Bientôt, l'affaire de la mariée fantôme tueuse fait la une de tous les journaux. Toute la ville est terrifiée et les rumeurs se propagent. L'inspecteur ne sait plus quoi faire. Il doit faire appel au détective légendaire Sherlock Holmes, espérant qu'il résoudra cette étrange affaire mystérieuse. Cet homme venait de voler le portefeuille d'un riche homme. Mais une seconde plus tard, il jeta le portefeuille par terre. Il tapota l'épaule du riche homme pour lui dire qu'il avait fait tomber son portefeuille. Le riche homme lui donna respectueusement un billet de 100 € pour lui exprimer sa gratitude. Mais contre toute attente, aussitôt après s'être retourné, le jeune homme donna l'argent à une vieille mendiante derrière lui. En réalité, cet homme était un voleur justicier. Il possédait des talents de vol extrêmement habiles. Il lui suffisait de 15 secondes pour crocheter n'importe quelle serrure disponible sur le marché. Chaque nuit, il s'introduisait dans les maisons des personnes riches et puissantes. Mais il ne prenait aucun objet de valeur. Au contraire, il laissait ses graffitis artistiques sur les murs. C'est pourquoi il avait réuni 3 millions de fans sur Internet. Cette fois, il allait relever le défi de pénétrer chez le grand juge local. Mais il découvrit avec surprise que la maison de ce juge contenait de nombreux accessoires étranges. Dans les tiroirs étaient même conservés beaucoup de photos de jeunes hommes. Il soupçonna qu'il y avait forcément un secret caché dans cette villa. Et derrière l'armoire du sous-sol, il découvrit bel et bien une pièce secrète. Quand il regarda à travers le judas, l'homme fut projeté à 3 mètres de distance sous l'effet de la peur. Il décida de fuir rapidement cet endroit terrifiant. Mais à ce moment-là, les lumières de l'étage supérieur s'allumèrent brusquement. Le grand juge venait de rentrer chez lui. Le téléphone du juge avait reçu une alerte d'intrusion dans la maison. C'est pourquoi il était revenu spécialement pour vérifier. Pourtant, aucun objet de la maison n'avait disparu. Il pensa que l'alerte avait dû mal fonctionner. Puis quand il leva la tête par hasard, il remarqua que le tableau sur le mur était de travers. L'homme profita de l'occasion pour s'enfuir derrière le juge. Mais le juge semblait avoir entendu un bruit. Heureusement, il se coucha par terre avec agilité et échappa de justesse à la détection. À ce moment-là, sa respiration était presque coupée, car il avait vu dans la pièce un homme torturé et couvert de blessures. Le lendemain, il appela immédiatement la police de manière anonyme. Mais l'emplacement de la pièce secrète était trop bien caché. La police ne parvenait absolument pas à la découvrir sur place. En tant que voleur justicier, il décida d'intervenir lui-même. Sous la couverture de la nuit, l'homme se cacha discrètement dans l'armoire du sous-sol. Quand il vit le juge entrer dans la pièce secrète, il choisit l'arme la plus pratique et se précipita dans la pièce.